l'apprentissage automatique, c'est-à-dire le machine learning, alors vous savez que l'ingénierie des fonctionnalités, ce qu'on appelle feature engineering en anglais, est un ingrédient très important pour des modèles de prédiction hautement performants. Salut à tous et à tous, mon nom est Josué Afouda, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de feature engineering avec Python. Alors, qu'appelle-t-on feature engineering? Le feature engineering, entendez ingénierie des fonctionnalités, est le processus de transformation des variables brutes pour créer de nouvelles variables. C'est l'une des étapes les plus importantes qui influencent un modèle de machine learning. Sachez qu'il y a deux principaux types de feature engineering. Il y a la transformation des variables brutes et ou création de nouvelles variables sous la base des connaissances sur la problématique business. Donc, lorsque vous êtes face à une problématique en tant que data scientist, on vous demande de résoudre une problématique business. En fonction de votre connaissance du phénomène ou du problème, vous pouvez créer de nouvelles variables ou transformer les variables que vous avez déjà. Le deuxième type de feature engineering, c'est la transformation des variables brutes, d'accord, ou la création de nouvelles variables dans une perspective statistique. Par exemple, lorsque vous faites la normalisation ou la standardisation des données. Quel est l'objectif de l'ingénierie des fonctionnalités? L'objectif de l'ingénierie des fonctionnalités est de produire plus d'informations, c'est-à-dire créer de nouvelles variables pour l'entraînement des algorithmes de machine learning. Le fait d'ajouter plus d'informations permet très souvent d'améliorer les résultats des modèles. En effet, si les ensembles de données sont incomplets ou qui manquent d'importantes variables, alors les modèles ne permettront pas d'avoir une bonne compréhension de la problématique en question et peuvent même conduire à de fausses prédictions. C'est pourquoi, en tant que data scientist, vous devez toujours penser à l'ajout de nouvelles informations pour enrichir votre ensemble de données et par conséquent construire des modèles beaucoup plus précis. Il faut savoir aussi que la création du meilleur ensemble de fonctionnalités dépend en grande partie de la compréhension du domaine et des intuitions dérivées des données pendant la phase d'analyse exploratoire des données. C'est pour ça que je vous conseille de toujours vous rapprocher des experts métiers dans votre entreprise pour qu'ils vous expliquent vraiment le phénomène. Et c'est de cette compréhension du domaine business et des intuitions que vous aurez, c'est cela qui va vous permettre de vraiment faire un bon feature engineering et vraiment améliorer les performances de vos algorithmes. Il y a beaucoup de créativité dans la création et la transformation de fonctionnalités. Par conséquent, je peux dire que l'ingénierie des fonctionnalités peut être considérée à la fois comme un art et une science. À travers ce tutoriel, vous apprendrez à créer de nouvelles variables en utilisant 4 techniques majeures. La première technique, c'est la fusion de plusieurs sources de données que nous allons voir. Ensuite, nous allons voir la création de nouvelles variables à partir de variables existantes. Et en troisième technique, nous allons voir la manipulation des dates. Donc, tout ce qui est variable donnant des informations sur les dates. Donc, vous pouvez manipuler ces variables-là et en créer de nouvelles. Et enfin, vous pouvez aussi créer de nouvelles variables en faisant une agrégation des données. Donc, restez bien câblés sur cette vidéo. Elle sera peut-être un peu longue pour vous, mais il s'agit d'un tutoriel complet. Je n'ai pas voulu la morceler en plusieurs vidéos, mais j'ai voulu faire une seule vidéo pour vous permettre d'avoir tout l'ensemble. Donc, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner. Ici, je vous parle de data science, de machine learning, de deep learning, d'intelligence artificielle avec les langages Python et R. Mon objectif est de démocratiser vraiment la data science et de permettre à tous ceux qui veulent embrasser ce métier passionnant de pouvoir monter en compétences et de pouvoir comprendre tout ce qui est volet technique. Donc, sans plus tarder, commençons par la première technique qui est la fusion de plusieurs sources de données.
nous allons importer les librairies classiques telles que Pandas, NumPy, Seaborn et Matplotlib. Donc, après avoir écrit les codes, on exécute avec Shift Enter ou soit vous pouvez exécuter en appuyant sur ce bouton-là. Ici, je précise que je travaille sur Jupyter Notebook d'Anaconda. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore installé Anaconda, j'ai une vidéo que je mettrai je mettrai le lien dans la description et cette vidéo va vous permettre d'installer Anaconda sur votre ordinateur et il y a aussi une autre vidéo sur Jupyter Notebook pour vous permettre de prendre en main Jupyter Notebook. Ensuite, nous allons importer les données. Donc, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien de toutes les données que nous utiliserons dans ce tutoriel. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la description parce qu'il y aura beaucoup d'autres informations. Donc, on va importer les données que je vais nommer df-info par exemple. Et puisqu'il s'agit d'un fichier CSV, attention CSV, et je copie ici. Les données doivent être dans le même dossier que le notebook. Et moi, je vous donnerai les liens, les URL de ces données. Donc, vous n'aurez même pas besoin de les télécharger. Vous pouvez les télécharger sur mon GitHub lorsque vous aurez les liens. Vous pouvez ne pas les télécharger parce que en disposant de l'URL d'un fichier de données, vous pouvez directement travailler. Il suffit d'avoir Internet. Et après, on va afficher les premières observations de notre data frame avec la méthode head. Donc, comme vous le voyez, donc vous avez des informations. Ici, il s'agit d'un ensemble de données sur les impôts, d'accord, en Australie. Donc, la routine nous demande de faire quelques explorations rapides. Donc, ici, on veut voir la structure. Donc, on fait df-info tout simplement. Et ça nous permet de savoir que nous avons 2473 observations et nous avons aussi le nombre de variables. Donc, nous avons au total 28 variables, 28 colonnes. Et apparemment, il n'y a pas de valeur manquante. D'accord? Parce que vous voyez ici, vous avez partout 2473 non nuls. Donc, des valeurs manquantes. Nous avons aussi les observations sur le type de données au niveau de chaque variable. Donc, en fait, ici, nous avons rien que des valeurs entières naturelles. Donc, nous voulons savoir le nombre de valeurs uniques de la variable postcode parce que nous allons faire une fusion. Donc, il faut vraiment savoir quelle colonne identifie de manière unique chacune des observations de notre data frame. Donc, est-ce la colonne postcode? Nous allons le savoir en cherchant le nombre de valeurs uniques de cette variable. Donc, je vais faire df-info postcode et j'applique la méthode nUnique qui va me donner le nombre de modalités de cette variable-là. Donc, le nombre de valeurs distinctes de cette variable. Attention, il y a une petite erreur. Ah oui, j'ai mal écrit postcode. Voilà, 2473. Étant donné que la variable postcode comporte 2473 valeurs uniques et que la data frame DF a aussi 2473 observations, alors on conclut que la variable postcode identifie de manière unique chaque observation de DF. Maintenant, nous allons importer la seconde le second fichier de données en tant que data frame.
Et il s'agit d'un autre fichier qui complète un peu cet ensemble de données. C'est les deux data frames que nous allons fusionner. Donc, ici, je vais le nommer postcode.df. Donc, id with CSV. Attention. Je copie le nom du fichier avec l'extension. Et nous voulons, ici, il s'agit d'un fichier Excel. Nous voulons lire uniquement la table, la feuille plutôt. Attendez, sheet name. Donc, voici le nom de la feuille qu'on veut lire, individual table. D'accord? C'est dans cette feuille-là que se trouvent les informations que nous voulons. Donc, lorsque vous avez un fichier Excel, vous mettez le nom du fichier plus l'extension et l'argument sheetName vous permet de préciser la feuille que vous voulez vraiment lire. Parce que vous savez, dans un fichier Excel, vous avez plusieurs feuilles de calcul. Donc ici, nous voulons lire la feuille qui porte le nom individual table 6B. Et sachez que par défaut, si vous ne spécifiez pas l'argument sheetName, il va ouvrir la première feuille, tout simplement. D'accord? Et header égale à 2, c'est pour lui dire de commencer à lire à partir de la de la troisième ligne. Sachez que au niveau de Pandas, en tout cas au niveau de Python, le premier élément est 0, est d'indice 0. Donc, on commence à compter à partir de 0. Donc, ici, la troisième ligne est bel et bien d'indice 2. Donc, je vous conseille, lorsque vous avez des fichiers Excel, que vous voulez importer en tant que data frame Pandas, de toujours les ouvrir dans un tableur type Excel, par exemple, afin de voir comment vous pouvez vraiment spécifier les valeurs des arguments. Ceci étant, je vais maintenant afficher les premières observations, les 5 premières observations. Donc, petite erreur aussi, root CSV, sheet name. Ah oui, excusez-moi, c'est pas un fichier. On a tellement l'habitude des fichiers CSV. Ici, c'est bel et bien un fichier Excel, donc PD with Excel. Vu que le fichier est un peu volumineux, il va prendre du temps, c'est normal, pour s'exécuter. Je profite de ce temps d'exécution pour vous montrer les livres que j'ai écrits et qui pourront vous aider aussi dans votre progression en apprentissage de la data science. Donc, on va sur amazon.fr. Oh, bon, je vais vous montrer rapidement. Donc, vous tapez, lorsque vous venez sur amazon.fr, vous tapez Josué Afouda dans la barre de recherche et vous allez voir tous mes livres. D'accord? Tous les livres que j'ai écrits. D'accord? Donc, il y a un livre sur le machine learning, donc pas la pratique avec Python. Donc, c'est des projets réels que vous allez pouvoir traiter qui vous permettront de maîtriser le machine learning. Il y a savoir programmer avec le langage Python qui contient des cours et des exercices corrigés. Il y a statistique et simulation avec Python qui contient aussi des cours et exercices corrigés, donc qui vous permettra de savoir implémenter les méthodes statistiques avec le langage Python, d'accord, que ce soit la statistique descriptive, la statistique inférentielle, la simulation, et il y a aussi une introduction au machine learning. Vous avez aussi ce livre Analyse financière et gestion des risques avec Python pour ceux qui sont peut-être étudiants dans des domaines financiers. Vous allez voir que Python est un langage vraiment de plus en plus utilisé dans le monde de la finance. Et vous avez mon livre Développement web en data science avec R Shiny. Pour ceux qui ne connaissent pas R Shiny, c'est la framework de R qui permet de créer des applications web sans HTML, CSS, PHP ni JavaScript. D'accord? Je mettrai le lien. J'ai une formation aussi sur mon site web sur R Shiny. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et finalement, il y a mon livre Initiation à la programmation et à la manipulation des données avec R. Donc, nous repartons sur le notebook. Les données ont été importées et nous allons voir ici la dimension des données, donc avec
l'attribut. Donc, je vais nommer ça comment? Postcode DF. Pour voir l'attribut, je fais tout simplement shape. Donc, ici, j'ai 2567 observations et 150 colonnes, 150 variables. Vous voyez, c'est énorme. Donc, l'objectif, c'est de, vous voyez, l'objectif, c'est de fusionner ces deux data frames là, ces deux tables de données, d'accord, DF Impôt et Postcode DF, pour avoir beaucoup plus d'informations. Et c'est ce que vous allez rencontrer souvent dans la réalité. Donc, vous pouvez être, par exemple, dans une entreprise où vous avez des fichiers de données éparpillés un peu partout. D'accord? Vous avez tel fichier dans le département marketing, tel fichier dans le département de finance, etc. Les données sont un peu peut-être éparpillées partout, surtout si c'est une entreprise, si c'est pas une grande entreprise où ils ont peut-être un cloud ou bien ils ont une base de données vraiment centralisée. Si c'est une entreprise moyenne, bien une petite entreprise, souvent les fichiers sont éparpillés partout. Et donc, c'est votre rôle de rassembler tous ces fichiers-là lorsque vous voulez faire votre projet de data science, lorsque vous voulez résoudre un problème avec du machine learning. C'est votre rôle de rassembler tous ces fichiers, de les fusionner, de les traiter pour avoir le plus grand nombre d'informations possible. Et c'est ce que nous allons faire. Pour le moment, nous allons faire la même chose que précédemment. Nous allons compter le nombre de valeurs uniques de la variable postcode dans la data frame postcode DF. Donc, postcode DF. Et j'applique la méthode nUnique. nUnique, ouais, j'ai oublié le point nUnique. Oh là là, 2L, désolé. Donc ici, j'ai 2567 observations. Et regardez, j'ai aussi 2567 valeurs uniques. Donc j'ai 2567 modalités pour cette variable-là. Et j'ai 2567 observations aussi pour la data frame. Donc, ça veut dire que la variable postcode de la data frame postcode DF identifie de manière unique chaque ligne de cette data frame, donc chaque observation. Par ailleurs, si nous la fusionnons à la data frame DF Impôt, nous obtiendrons plus d'informations concernant chaque code postal. Donc, ici, nous allons faire la jointure. Nous allons faire une jointure à gauche. Je vais vous expliquer pourquoi une jointure à gauche. Parce que, attendez, on va appeler la data frame finale merge DF. Donc ici, nous allons employer la méthode merge de Pandas. Donc, qui dit merge. Donc, on veut joindre d'abord DF Impôt, postcode DF, d'accord? How égale left. Et donc ici, how, comment vous voulez que la jointure soit faite, c'est à gauche. Et maintenant, le on, c'est sur quelle variable? Donc, sur la variable postcode. D'accord? Donc, la variable postcode se retrouve dans les deux data frames. D'accord? Et elle identifie de manière unique chaque observation respectivement dans les deux data frames. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser, on va faire la jointure à partir de cette colonne-là. Donc, après ça, je peux afficher, par exemple, les 10 premières lignes. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai maintenant, regardez, 177 colonnes. D'accord? 177 colonnes. Donc, si je fais merge df.shape, vous allez voir effectivement les 177 colonnes et 2473 lignes. D'accord? La jointure à gauche permet de conserver toutes les observations dans la première table, ce qu'on appelle la table de gauche. Donc ici, notre première table, c'est la table DF Impôt. L'objectif était de conserver toutes les observations au niveau de cette table-là. D'accord? Parce que c'est un peu notre table principale. Donc, pardon, quand vous faites la jointure à gauche, ça conserve toutes les observations dans cette première table, qu'elles apparaissent ou non dans la deuxième table, qui est la table de droite.
Il est donc normal que la data frame mesh DF compte 2473 lignes, tout comme notre DF impôt. D'accord? De plus, nous avons maintenant 177 variables. D'accord? Pourquoi 177 variables? Rappelez-vous, nous avions au niveau de postcode DF 150 variables, d'accord? Et au niveau de DF impôt, nous avions 8 variables. Donc, 28 plutôt, 28 variables. Donc, 150 plus 28, ça fait 178, moins moins une variable, parce qu'il y avait une variable de commun, d'accord? Postcode. Moins 1, ça fait 178, moins 1, ça fait 177. Donc, finalement, vous avez vraiment 177 colonnes, donc variables. Donc, nous sommes passés de 28 variables à 177 variables, ce qui est forcément intéressant pour une analyse de données, pour en tirer d'informations utiles. Donc, regardez, c'est la première technique, d'accord, à laquelle vous devez penser lorsque vous voulez faire du feature engineering, c'est-à-dire lorsque vous voulez créer de nouvelles variables, c'est de faire des fusions d'ensemble de données, des fusions. Donc, quand vous faites des fusions, vous augmentez le nombre de variables. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant pour votre modèle de machine learning. Parce que, comme je le disais au début, si votre modèle n'a pas toutes les informations, d'accord, si vous entraînez votre modèle avec juste un peu d'informations, vous n'allez pas percevoir le phénomène dans son ensemble, dans sa globalité. Donc, imaginez que vous voulez prédire, je sais pas, vous voulez prédire les achats. Vous voulez prédire les achats et vous considérez uniquement les données démographiques des clients. C'est pas suffisant. Il faut connaître aussi, peut-être si vous avez les données financières. D'accord? Il faut considérer aussi, si vous avez le pouvoir d'achat des clients, il faut considérer aussi si vous avez peut-être même leur salaire, ils travaillent dans quoi. C'est des informations utiles. Tout ça là, ça rentre en ligne de compte dans la prédiction des achats. D'accord? Parce qu'un client, par exemple, qui est chômeur, n'aura pas forcément le même pouvoir d'achat qu'un client qui a un CDI, par exemple, et qui a un bon salaire. Donc, il faut vraiment essayer d'utiliser toutes les tables de données que vous disposez, dont vous disposez dans l'entreprise. Et si ces fichiers de données sont éparpillés, vous avez le rôle, le devoir de les collecter et de les fusionner en une seule data frame pour faire le travail. Donc, voici ici, nous sommes passés de 28 variables à 177 variables. Maintenant, on va passer à la deuxième technique de feature engineering, qui est la création de nouvelles variables à partir de variables existantes déjà. D'accord? Et ça aussi, c'est une technique très puissante que nous allons voir. Ici, nous allons importer un autre fichier de données, d'accord, que nous allons appeler df, tout simplement, df, pd. Et comme je le disais au début, ne vous en faites pas, vous aurez tous les liens de cette donnée-là dans la description de la vidéo. Donc ici, il s'agit d'un fichier de données sur une société de commerce en ligne. Donc une société qui dispose d'une boutique en ligne, par exemple, c'est des sociétés type Amazon, des choses comme ça. Donc ici, c'est une société de commerce en ligne. Donc le fichier pèse quand même un peu il est un peu lourd. Donc ça peut prendre un peu de temps pour s'exécuter. Je retourne vous montrer sur Amazon. Donc voilà, voici mes livres. Ça peut vraiment vous aider parce que j'ai quand même des retours très positifs par rapport à ces livres. Et n'hésitez pas à mettre vos avis. Tous ces livres-là sont disponibles en version numérique et aussi en version papier. Donc, la version numérique s'appelle Kindle. Donc, Amazon les appelle Kindle. Cette version, ça vous permet de lire le livre sur votre smartphone, sur votre tablette et sur votre PC aussi. Donc, par exemple, Amazon ne livre pas dans certains pays. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, par exemple, je sais que Amazon ne livre pas au Bénin, ne livre pas. Donc, il y a plusieurs pays quand même où Amazon ne livre pas physiquement. Mais cela ne vous empêche pas de payer des livres en version numérique. D'accord? Donc, justement, là, vous pouvez payer le format Kindle
et il vous donne accès à la version numérique. Bon, certains préfèrent même la version numérique que la version papier. Mais pour ceux qui sont présents dans les pays où Amazon livre, par exemple la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, etc., etc., vous pouvez payer la version papier. Mes livres supportent bien le Prime, donc Amazon Prime. Donc, par exemple, vous pouvez payer un livre et être livré déjà le lendemain, ce qui vous permet de ne pas trop attendre et de bien profiter de votre livre, de bien profiter de votre achat. Donc, ces livres vous permettront vraiment de vite monter en compétences et de pouvoir vraiment développer votre savoir en data science. Donc, on repart sur le notebook. Donc, voici les données. Je vais afficher les informations, DF Info. Vous allez voir effectivement, regardez, on a 541 909 observations. Donc, c'est pour ça que ça prenait quand même du temps pour s'exécuter. Et on a 33 mégabits. Ça occupe un espace de 33 mégabits sur mon ordinateur. Donc, c'est quand même lourd. Et puis, de toute façon, en entreprise, vous aurez très souvent à faire des fichiers vraiment très volumineux. Donc, il existe d'autres manières d'importer des fichiers volumineux. Vous pouvez utiliser par exemple HDF5, Packet. Vous pouvez utiliser là plein de frameworks qui permettent de travailler avec les fichiers lourds. Mais ici, j'ai choisi tranquillement de travailler avec Pandas. Comme c'est Pandas, nous sommes beaucoup plus habitués à Pandas. Donc, ici, l'objectif est de créer de nouvelles variables à partir de variables qui existent déjà, d'accord? Et la première variable que je vais essayer de transformer, à partir de laquelle je vais créer une autre variable, c'est la variable country, d'accord? Country. Vous voyez, la variable country, c'est le pays, ça met les pays. Ici, moi, je vais essayer de regrouper ces pays-là en régions, donc les pays européens, les pays africains, les pays américains, etc. Donc, ça va me permettre de créer une autre variable catégorielle, d'accord? Donc, pour ce faire, il faut que je sache quels sont vraiment les pays qui sont dans cette data frame. Donc, je vais faire appliquer la méthode unique sur la variable country. Donc, voyez les pays, donc les modalités, les valeurs distinctes de la variable country. Donc, United Kingdom, France, Australie, Pays-Bas, Allemagne, etc., etc., etc. Il y a aussi États-Unis, Brésil. Donc, voici les pays. Donc, ici, nous allons créer une colonne nommée région qui regroupe plusieurs pays de la même région ou du même continent. Donc, par exemple, regardez, je vais créer des listes. Pays asiatiques, je vais regrouper, je cherche dans ma variable, je regroupe les pays asiatiques. Donc, j'ai le Japon, Hong Kong, Singapour, pays du Moyen-Orient, Israël, Libanon, c'est Liban, je pense. Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, pays en Amérique, Canada, Brésil, USA. Et pays européens, j'ai ces pays, la France, Australie, Allemagne, etc. Donc, voici, vous créez une liste où vous stockez les pays de chaque région, de chaque continent, puis on exécute. Et maintenant, on va créer maintenant la colonne région. Pour ce faire, c'est très simple. La colonne région sera d'abord une copie de la colonne country, donc pour l'initialiser en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, mais je vous montre en fait les manières les plus simples quoi, pour ne pas se compliquer la vie. Donc, ça, c'est d'abord ça. Région, c'est une copie de country, d'accord? Maintenant, on va transformer maintenant en région. Donc, on va dire dfloc, d'accord? Df country. On va appeler la méthode isIn. IsIn, ça va dire pour toutes les observations de country qui sont dans la liste, par exemple, la première liste, par exemple, pays asiatiques. Les listes que nous avons créées précédemment. Donc ici, ce code-là, ça veut dire toute observation présente dans la liste pays asiatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que
ces observations seront regroupées en une modalité qui s'appelle ASI, en une modalité de la colonne région qui s'appelle ASI. Donc, le code, il est tout simple. Je reprends. Je fais appel à la méthode log. Vous savez ce que la méthode log fait. Donc, pour ceux qui ont vraiment des lacunes en programmation Python, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers une de mes formations totalement gratuite en Python. Elle est intitulée Maîtriser Python pour la data science. Il est très important que vous sachiez programmer en Python. Et vous pouvez aussi vous procurer mon livre Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données. Donc, ce livre vraiment contient des cours, exercices corrigés et des projets réels qui vont vous permettre de maîtriser Python. Donc, avec ce livre, vous avez le cours, vous avez une activité résolue, vous avez des exercices et qui sont corrigés à la fin. Donc, si vous n'arrivez pas à faire les exercices, après, vous pouvez regarder les corriger. Ça va vous permettre d'avoir les fondamentaux en programmation Python. C'est très important. Donc, ici, il va prendre toutes les observations de country et regarder si une observation est présente dans la liste pays asiatique. D'accord? Si c'est le cas, il va regrouper toutes les observations présentes dans la liste pays asiatique en une modalité qu'on a appelée ASI ici. D'accord? Tout simplement. Et on va faire de même pour tout le reste. Donc, je vais copier ce code-là. Et ici, pays du Moyen-Orient maintenant. Pays du Moyen-Orient. Donc, ici, pays du Moyen-Orient. D'accord? Et je vais appeler cette modalité Moyen-Orient. Tout simplement. Et je colle encore ici les pays en Amérique. Pays en Amérique. D'accord? Et je vais appeler ça Amérique, tout simplement. Amérique. Attention. Amérique. Et finalement, les pays européens. Donc, pays euro. Attention, je ne vais pas mettre pays européens. D'accord? Et je vais appeler ce groupe-là Europe. Donc, voici comment nous créons la colonne région. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, je trouve que, voilà, vous pouvez écrire plusieurs lignes de code si tant est que vous comprenez vraiment ce que vous faites, d'accord? Donc, ici, on l'a fait tranquillement en 5 lignes de code, tranquillement dans une même cellule, et on a le résultat. Donc, j'exécute, et ici, j'affiche les premières lignes, les 5 premières lignes par défaut, d'accord? Et j'ai la colonne région. Regardez, région est là. United Kingdom, c'est bien en Europe, d'accord? C'est le Royaume-Uni, je pense. Royaume-Uni, donc c'est bel et bien en Europe. Donc, je vais vérifier encore pour voir si ça a été fait en cherchant les modalités. Donc, vous voyez, j'ai Europe, Asie. Il y avait des pays que je n'avais pas classés, d'accord? Je ne savais pas tellement où se situe, hein. Donc, je ne les ai pas classés tout simplement. Si vous avez une idée, vous complétez quoi. Voilà. Donc, voilà comment on vient de créer une autre variable. Donc, on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 8 variables à 9 variables. D'accord? Et voilà, c'est comme ça, vous pouvez créer des variables. Vous pouvez chercher aussi d'autres choses à faire, comme nous allons le voir dans la suite. Il y a d'autres possibilités encore. Ce n'est pas la seule possibilité. Donc, nous passons à la troisième technique qui est la manipulation des dates. Il n'est pas rare de travailler avec des jeux de données ayant une ou plusieurs variables contenant des dates, en tout cas des informations sur les dates. Vous pouvez créer de nouvelles variables, comme par exemple le mois de l'année, le jour de la semaine, à partir de ce type de variable. D'accord? Donc, dans la date, on va toujours utiliser notre data frame DF. Ce qu'on va faire, on va extraire plusieurs informations. D'accord? On va extraire l'année. On va extraire le jour de la semaine. D'accord? Le jour de la semaine. Donc, 0 correspond à lundi, 1 correspond à mardi, etc. On va extraire ça. On va extraire le mois. Donc, est-ce que c'est janvier? Est-ce que c'est février? On va extraire même le jour du mois. Donc, quand je dis 11 février 1990, le jour du mois, c'est 11.
le 11e mois de février. Donc, on va extraire ça. Et ça va nous faire déjà 4 variables créées. D'accord? Donc, cette technique de manipulation des dates rejoint un peu la technique de création de nouvelles variables à partir de variables existantes, si je peux dire. Mais j'ai voulu mettre ça vraiment dans une autre catégorie parce que ne vous en privez pas, quoi. Quand vous avez des variables dates, ne vous en privez pas. Vous pouvez extraire de plusieurs informations. Donc, on va faire df crochet hier. D'accord? Et je dois vous montrer quelque chose. La variable que nous allons utiliser, c'est la variable invoice date. Invoice date. Et cette variable doit être sous un format spécifique. Regardez. Invoice date, elle est sous le format datetime. C'est très important. Il faut que la variable date que vous voulez utiliser pour créer d'autres variables soit sous le format datetime. Si ce n'est pas le cas, si c'est souvent, parfois c'est sur le format object, il faut le mettre sur le format datetime avec la méthode PD, la méthode datetime de pandas. D'accord? Donc df hier égale df invoice date. D'accord? Je vais utiliser l'attribut bt hier, tout simplement. D'accord? Et pour extraire, je copie ça, comme ça m'empêche de... Voilà. Pour extraire le jour de la semaine, donc je vais nommer ça par exemple day of week. Moi, j'aime bien nommer mes choses en anglais parce que je trouve que c'est plus significatif et puis c'est beaucoup plus court. Si je devais dire jour de la semaine, variable jour de la semaine, ça sera long, quoi. Donc, je dis day of week. Et très souvent, je n'aime pas utiliser les accents quand je définis mes variables. Donc, c'est pour ça que j'utilise de l'anglais. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc, et pour le jour de la semaine, c'est l'attribut day of week. Tout simplement. Vous voyez, c'est très simple de coder en Python. Day of week. Et maintenant, on va extraire le mois. Vous vous en doutez, ça va faire month, tout simplement. D'accord? Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, je change ici, je vais mettre la variable month pour dire mois. D'accord? Et finalement, le jour du mois, donc, day, je vais dire day. Et ici, tout simplement aussi, day. D'accord? Donc, je viens de créer combien? 1, 2, 3, 4 variables à partir d'une seule variable date. Je viens de créer 4 variables. Et ceci, ça me donne beaucoup plus d'informations. Parce que si vous voulez entraîner votre modèle de machine learning, à moins que vous voulez voilà, faire un travail de série temporelle, de prévision, vous n'allez pas utiliser la variable invoice date dans son format. Là. Donc, il faut quand même pouvoir extraire les informations. Ce serait vraiment bête et con de perdre les informations qu'elle regorge. Donc, si c'est et c'est le cas ici, c'est une société de commerce en ligne, il peut vraiment, ça peut être important d'analyser les jours où les clients payent le plus, par exemple. D'accord? Il y a des études qui se font dans ce sens. On dit par exemple que les vendredis, je sais pas moi, est-ce que les vendredis, les utilisateurs de votre, est-ce que c'est le vendredi que les utilisateurs de votre boutique en ligne payent le plus? Est-ce que c'est le lundi où ils payent le moins? Est-ce que c'est pendant l'été qui paye le plus? Est-ce que c'est pendant l'hiver qui paye le plus? C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, si vous mettez pas les informations, les variables à votre algorithme pour qu'il puisse récupérer cette tendance-là et bien performer, donc avoir une bonne performance de prédiction, ce ne sera pas intéressant. Vous n'aurez pas une vision globale de votre phénomène. D'accord? Donc, c'est pour ça il est vraiment très intéressant. Moi, je suis très content quand dans mes données, j'ai une variable date parce que ça me permet de créer automatiquement déjà, je sais minimum 4 variables déjà. D'accord? J'exécute et on va afficher les premières observations pour voir et vous allez voir que les variables ont été effectivement créées. Regardez, j'ai région que j'avais créé là, donc on était à 9 noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Et 4 se sont ajoutés, donc 9,
10, 11, 12, 13. Donc, on a 13 maintenant. Donc, hier, regardez, ici, j'ai 2010. Donc, effectivement, l'année, c'est 2010. Le jour de la semaine, donc, il détecte automatiquement le jour de la semaine. Donc, sachez que 0 correspond au lundi. Donc, si 0 correspond au lundi, ça veut dire que 1, c'est pour le mardi et 2, c'est pour le mercredi. Donc, ici, on a bel et bien mercredi. Si vous regardez dans votre calendrier, le 1er décembre 2010 était effectivement un mercredi. Et etc. 6 correspond donc au dimanche. Vous avez le mois. Donc ici, 12. Donc ça fait 12. Donc c'est vraiment décembre. Et il vous met ça en numérique. Parce que de toute façon, votre algorithme de machine learning dans Python n'accepte pas les valeurs non numériques. Donc, il vous met directement en numérique. Et le jour, donc effectivement, c'est le premier. Donc on a un ici. Donc super. Donc, à partir de cette variable, nous pouvons encore créer une autre variable indiquant s'il s'agit d'un jour du week-end ou pas. D'accord? Le week-end ici, vous savez, le week-end, c'est samedi et dimanche. Donc, on va créer une variable pour déterminer une variable, on va dire is weekend, une variable qui sera booléenne, d'accord? Vrai ou faux, tout simplement. Alors, comment on va faire? Le week-end, c'est samedi et dimanche. On sait que dimanche, c'est 6, d'accord? Donc, samedi, c'est 5. Donc, si c'est le jour de la semaine est supérieur ou égal à 5, ça veut dire que c'est un jour de week-end. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais faire def day of week supérieur ou égal à 5, d'accord? Et j'exécute, j'affiche. Maintenant, au lieu d'afficher les 5 premières observations, moi, je vais plutôt afficher un échantillon aléatoire de 5 lignes, d'accord? Donc, avec la méthode simple, et on va voir ce que ça donne. Regardez. Ici, j'ai Day of Week 3, donc c'est pas un week-end. 1, c'est pas un week-end. 1, c'est pas un week-end. 3, c'est pas un week-end. 0, c'est pas un week-end. Donc, ça a l'air de bien marcher. On va voir encore. On va réexécuter encore pour voir. Regardez. Ici, c'est mis vrai. Donc, 6, regardez, ça tombe. Le 6, ça correspond à dimanche. Donc, c'est vraiment un week-end. Donc, c'est intéressant de faire tout ce genre d'études-là, ce genre d'analyse. Est-ce que les clients achètent beaucoup plus un week-end? Donc, parce que si c'est le week-end, ils achètent beaucoup plus de façon majoritaire. Voilà, il faut pas perdre son temps à faire des publicités pompeuses, des marketing pompeux les jours de la semaine parce que de toute façon, ils ne vont pas acheter tellement. Donc, c'est très intéressant pour ce type d'activité de faire des analyses vraiment poussées jusqu'au week-end. D'accord? Donc, on a créé une variable boolean week-end et cette variable va servir aussi d'entrée à notre modèle de machine learning. Donc, voilà autant de possibilités que vous avez. On passe maintenant à la dernière technique. Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que ces 4 techniques. Moi, je vous présente 4 techniques. Je dis le feature engineering, c'est beaucoup plus même un art qu'une science. D'accord? Donc, ça vient avec l'expérience que vous avez du problème, avec la compréhension que vous avez du problème, avec les conseils que vous donnent les experts métiers dans votre entreprise et vous allez pouvoir créer d'autres variables à partir des variables existantes. Vous aurez plusieurs autres techniques pour créer de nouvelles informations. Mais ici déjà, je vous présente 4 techniques majeures que voilà systématiquement vous devez pouvoir utiliser. Donc, on va passer à l'agrégation des données. L'agrégation des données. Donc ici, nous allons toujours continuer avec notre fichier sur la société de commerce en ligne. On va calculer, par exemple, on va générer la quantité totale d'articles vendus par pays. Quantité totale d'articles vendus par pays. La variable quantité, c'est voilà, c'est ça, quantité. Quantity. D'accord? Donc, on veut par pays, la quantité totale par pays, d'articles vendus par pays. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode group by, tout simplement. Group by. Je vais grouper par le pays. Donc, par la variable country. D'accord? Et je vais agréger en faisant la somme de quantity. Regardez. Donc, j'ai
pour chaque pays maintenant la quantité totale d'articles vendus. D'accord? Donc, cette entreprise, elle se présente dans beaucoup de pays, en fait. D'accord? Elle intervient elle a des clients dans tous ces pays-là. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder la quantité totale d'articles vendus. Donc, il est également possible de grouper selon deux variables. C'est ce que je vais vous montrer. Je suis en train de vous montrer les possibilités d'utilisation du group by parce qu'à la fin, quand je vais faire la manipulation qui va permettre de créer de nouvelles variables, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais grouper au lieu de par seulement le pays, je vais aussi grouper par le nom du code produit, d'accord? Par le code produit, d'accord? Le code produit, c'est là. Stock code, d'accord? Je copie même ça, comme ça, je n'aurai pas de risque d'erreur. Donc, stock code. Donc, ici, vu que vous voulez grouper par plusieurs variables, déjà deux, vous êtes obligé de mettre ça dans une liste. Attention, attention. Donc, mettez ça dans une liste. Voilà. Donc, on va grouper par le pays et le code de l'article. D'accord? Donc, j'exécute. Donc, effectivement, il va pas pouvoir tout afficher de toute façon. D'accord? Non, mais à partir de ce résultat, nous pouvons dire par exemple que sur la période étudiée, l'Australie a vendu la même quantité d'articles, d'accord, pour les produits dont les codes sont 2675, 2676, 2677. Souvent pour les boutiques en ligne, euh, chaque produit, d'accord, chaque article a un code. Chaque article a un code. D'accord? Et si vous remarquez que les articles dont les codes sont via 675 à 677 là, ont été vendus à la même quantité pour l'Australie. Donc, c'est de, ce genre de conclusion que vous pouvez tirer à partir d'un tel résultat. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de vous montrer les possibilités d'utilisation de la méthode Group By. Et comme ça, après, vous n'allez pas vous perdre dans la manipulation. Donc, ici, on va faire maintenant la quantité totale d'articles vendus par pays, produit et date. D'accord? Par pays, produit et date. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous voyez le invoice date là, je remonte. Invoice date, il a les heures, minutes, secondes. Moi, je vais enlever ça. Je vais créer une autre variable qui va contenir seulement la date, tout simplement. Donc, je vais dire invoice. Au lieu de mettre, je vais mettre date comme ça, avec underscore. D'accord? Ce sera ma variable invoice date qui est collée. D'accord? Ma variable originelle. Et j'applique seulement l'attribut date. D'accord? Si vous voulez, je vais vous afficher d'abord, vous allez voir dfread. Regardez, j'ai toujours mon invoice date qui est là, mais invoice date avec underscore ne contient que la date, ne contient pas l'heure, minute, seconde, ne contient que la date. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, je crée une cellule pour continuer la manip. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais grouper, on a dit grouper par les articles, donc par pays, produit et date. Donc, quand je parle de produit ici, c'est matérialisé par le code produit, donc le stock code. D'accord? Et la date que je viens de créer. Donc, je vais faire. Attention, je croyais que j'avais copié. Donc, c'est pas grave, df group by. J'ouvre la liste. Donc, country, le stock code, d'accord? Et la variable que je viens de créer, invoice underscore dates, tout simplement. Et je vais appliquer la méthode ag, d'accord? Ag, attention, je mets mon portable, l'ordinateur en charge, sinon ça va s'éteindre.
D'accord? Donc, vous voyez, j'ai df group by country code, stock code, et country plutôt stock code, invoice date, et j'ai agrégé en faisant la somme sur la variable quantity. D'accord? Un instant, j'allume mon ordinateur rapidement et je mets en charge plutôt l'ordinateur. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser la méthode AG pour faire l'agrégation. D'accord? Donc, j'exécute. Attention, il dit qu'il a une petite erreur quelque part. Quantity, oui, tout ça, ça doit être entre accolade. Attention, accolade. Donc, je prends ça, je coupe et je colle à l'intérieur de l'accolade. Et j'exécute. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'Australie, il va lister tous les stock codes, d'accord, tous les codes produits, chaque date et la quantité vendue, d'accord. Maintenant, ce résultat-là, je vais le transformer en une data frame. Je vais le transformer en une data frame. Donc, je dis df ag par exemple. Je vais copier ça. D'accord? Et appliquer un reset index. Parce que vu que j'ai fait un regroupement, je veux pas qu'il me, comment dire, bon, pour vous montrer, je vais vous montrer comme ça, je vais faire sans le reset index et faire avec le reset index, comme ça vous allez voir la différence. C'est mieux comme ça. J'exécute. Voilà. Vous voyez, mais quand je vais faire le reset index, d'accord, vous allez voir que il va me lister les noms de, il va mettre un numéro pour chaque ligne, d'accord. Donc reset index, voilà, vous voyez. Donc ici vous avez le pays, le stock code, d'accord, le code produit, la date et la quantité vendue. Nous allons voir la dimension de dfag, donc shape. Donc, vous voyez, on a maintenant 310 015 observations avec 4 variables. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant fusionner la data frame df avec la data frame dfag. Étant donné que nous voulons avoir toutes les observations dans df, nous allons faire une jointure à gauche, évidemment, comme nous l'avons fait précédemment. Donc, jointure à gauche, on va dire df, par exemple, fusion égale pd merge. Je vais à la ligne pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc, df ag. Je vais faire une jointure à gauche. Maintenant, je vais faire ma jointure sur, attention, les lignes qui vont identifier de manière unique maintenant ma data frame. Il y aura le pays, le code produit et la date. D'accord? Donc, c'est ces trois variables-là. Donc, je les copie ici. CTRL-C. Là. D'accord? Et j'affiche maintenant la data frame. Voilà. Donc, regardez maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a quantité X et quantité Y. D'accord? Parce que les deux sont quantités. D'accord? Donc, il faut différencier. D'accord? Donc, c'est pour ça il y a une petite, voilà. De façon automatique, il a mis X et Y.
Maintenant, je peux voir la dimension de DF Fusion, par exemple. Point shape, je l'avais déjà fait. Non, point shape. Non, il n'y a pas parenthèse à shape. C'est un attribut. Donc, 541 909, d'accord? Et 16 colonnes maintenant. La data frame DF avait au départ 8 variables. Et maintenant, elle en compte, avec quand on a fusionné, elle en compte maintenant 16. Donc, le double. Donc, comme je le disais, parce qu'il y avait deux colonnes quantité, la fusion a renommé les variables respectivement en quantité X et quantité Y. Donc, vous pouvez les renommer par exemple. Le quantité X, on va le laisser comme ça. Mais le quantité Y là, c'est notre quantité totale. D'accord? Rappelez-vous, le I, c'est ce qu'il avait dans la data frame DF normale. Mais le Y, c'est la quantité vendue, la quantité totale d'articles vendus. D'accord? Donc, lui, on va le nommer total quantity, par exemple. Et c'est ce que j'ai mis ici. Regardez, avec la méthode rename plutôt, colonne égale accolade, l'ancien nom, d'accord? Deux points, le nouveau nom. Et c'est comme ça, vous faites un place égal à true pour ne pas créer une autre variable. Et on va afficher pour voir si ça a été fait. Regardez, dans quantity et total quantity. D'accord? Super. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de créer par exemple le ratio entre les deux quantités, la quantité, totale quantité. D'accord? On va créer le ratio. Et ça nous permet de créer encore une autre variable. Donc, je peux faire par exemple df, d'accord, df fusion, quantity ratio, qui est égal à df fusion, d'accord. Je fais sur la quantité totale. Ça me permet de comparer pour chaque pays et chaque code là, le ratio quoi, le ratio, d'accord, de pouvoir comparer, faire les comparaisons par pays, d'accord, entre pays quoi, et de voir est-ce que au niveau de ce code là, quand je dis code produit, code je me réfère au produit, à l'article. Donc, est-ce que cet article est plus vendu en Australie ou bien en France, etc. C'est l'idée. Donc, total quantity. Et j'affiche, par exemple, bien par défaut les 5. Attention, c'est underscore ici. Attention, oui, DF fusion. Attention, DF fusion. Donc, et nous allons voir, voilà, dans le ratio des quantités. Donc, voilà, nous sommes au thème de ce tutoriel. Dans ce tutoriel, vous avez appris 4 techniques de feature engineering qui vont permettre de créer d'autres variables pour pouvoir améliorer vos analyses de données et améliorer les performances de votre modèle, en tout cas de vos algorithmes de machine learning. Félicitations, vous avez suivi ce tutoriel, merci. Vous êtes désormais capable de réaliser l'étape de feature engineering en utilisant différentes techniques, d'accord? Ce qui vous permettra d'enrichir votre ensemble de données, d'améliorer par conséquent vos modèles de machine learning. Moi, je vous dis, il n'est pas question de vous arrêter en si bon chemin. Il faut continuer votre apprentissage de la data science et justement, c'est pour cela que je vous propose mon livre intitulé Machine Learning par la pratique avec Python, projet réel dans les finances, l'immobilier, le trading, la santé, le marketing, etc. D'accord? Ce livre, comme je vous l'ai montré, est disponible sur Amazon en version numérique et en version papier aussi. Voilà, de toute façon, ce notebook, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Donc, allez regarder la description de la vidéo, vous aurez le notebook.
Comme ça, vous allez pouvoir reprendre vous-même le travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à regarder les vidéos relatives au machine learning si vous êtes vraiment intéressé dans ce domaine-là, notamment la vidéo comment construire un modèle de machine learning avec Python et Scikit-learn. C'est un tutoriel complet qui fait environ, je pense, plus de 2 heures, d'accord? Donc, c'est vraiment une longue vidéo, mais il y a tout dedans. La collecte des données, le nettoyage, l'analyse exploratoire, la phase de préparation des données pour la modélisation, les encoding, d'accord, encoding des variables catégorielles et la modélisation avec différents algorithmes, l'évaluation de la performance du modèle. Donc, c'est un tutoriel vraiment complet que vous pourrez suivre. Si vous savez faire votre feature engineering, il vous reste vraiment à savoir vraiment créer votre modèle. Donc, c'est pour ça que je vous recommande cette vidéo. En plus du livre qui contient aussi bien le machine learning supervisé et aussi le machine learning non supervisé, parce que c'est beaucoup aussi rencontrer le non supervisé. Donc, avec ces deux ressources, vous allez vraiment être bien en machine learning. Et n'hésitez pas à aller aussi sur mon site web afuda-datascience.com où vous allez voir des formations gratuites. Actuellement, pratiquement toutes mes formations sont gratuites sur le site. Donc, profitez-en, c'est le moment d'en profiter parce que bientôt, ça ne sera pas le cas. Donc, je profite pour vous montrer peut-être le site. Voilà, ça, c'est la vidéo sur comment créer un modèle de machine learning. Donc, ça, c'est l'une de mes vidéos, c'est le tutoriel complet. Attendez un instant. Voilà, il fait 2h51 minutes. Donc, si voilà. Et mon site web, je vous le montre rapidement ici. Donc, vous pouvez faire apparaître des sites web même sur Jupyter Notebook. Hein. Donc là, c'est mon site web. D'accord? afuda-datascience.com. Et vous avez des formations, vous avez un blog, des tutoriels, des livres, etc., etc. Donc, par exemple, si je clique sur formation, voilà, vous avez des formations, vous avez, attendez un instant, donc régression logistique, régression avec R, donc avec le package Caret, le célèbre package Caret, et vous avez aussi donc machine learning supervisé dans R, vous avez Super Edge Chaos. Donc ça, c'est le seul cours actuellement qui est payant sur mon site web parce que c'est un cours vraiment dense. C'est vraiment très dense. C'est une formation vraiment complète, top niveau. Je dis pas que les autres ne sont pas top niveau, mais voilà, ne vous étonnez pas que ça soit à ce prix. Vraiment, c'est destiné à des personnes qui veulent valoriser tous leurs travaux en data science en créant des applications web qui seront utilisées par tous leurs collègues, l'entreprise, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre cette formation-là. Si vraiment vous êtes vraiment intéressé par cette formation, ceux qui sont intéressés par cette formation et qui seront peut-être freinés par le prix, mettez-le en commentaire. Si vous êtes nombreux, ça va peut-être me motiver à diminuer le prix. D'accord? Et il y a machine learning pour la modélisation du risque de crédit, donc le credit scoring. Il y a aussi machine learning pour la prédiction du désabonnement des clients, ce qu'on appelle le customer churn. Donc ça, c'est des problématiques rencontrées en entreprise. Et moi, je vous mets des formations comme ça va vous permettre d'être averti. Maintenant, statistique pour la data science avec Python, d'accord? Maîtriser Python pour la data science. Donc, franchement, moi, je crée des contenus. Ce n'est pas une question commerciale. Regardez sur toutes mes formations actuelles parce que je vais encore mettre d'autres formations. Il n'y a qu'une seule formation qui est payante. Donc, c'est vraiment pas une question commerciale pour moi. Donc, profitez-en. Venez suivre les formations. Je le fais, c'est pour vous. D'accord? Parce que vous m'encouragez à le faire et continuez à m'encourager vraiment de vous produire des contenus tout aussi structurés, bien structurés et performants qui vont permettre de monter en compétence très vite en data science. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos que vous regardez dans vos réseaux. Comme ça va permettre de grandir la communauté très vite.
et ensemble on fera de merveilles. Merci pour votre soutien et à bientôt.